Ok, donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Christophe Carbou, le directeur du pôle innovation rattaché à la DECAL et qui apporte depuis 2014 un appui à la création d'entreprises innovantes sur le territoire et notamment en lien avec la recherche. Ça, c'est aussi une activité que j'avais préalablement en métropole. J'étais au sein d'un incubateur dit Allègre, incubateur académique, et la mission principale de cet incubateur était d'identifier des projets issus de la recherche pour les emmener vers le monde économique. Donc je vous propose d'aborder deux sujets. D'abord celui de la valorisation de la recherche. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui après 8 ans et quels sont les outils qu'on a mis en place? Vous verrez, c'est un petit peu évolué. Et puis surtout du résultat que je vous présenterai, notamment du nombre de projets issus de la recherche et du nombre de jeunes docteurs qui ont pris un schéma entrepreneurial. Et bien, finalement, les lignes ont bougé du côté de la direction des services fiscaux avec un outil important puisqu'on a aujourd'hui sur le territoire un crédit d'impôt recherche, et vous le verrez, avec un impact notable sur votre employabilité et l'intérêt que vous présentez auprès des entreprises. Non. Ok. Donc très rapidement, et là je vais passer très vite parce que je pense que ces slides sont connus. Donc le dispositif existe et s'appuie sur des outils très opérationnels, des programmes d'accompagnement, historiquement un incubateur. On est, pour cette activité, logé depuis 2014 au sein de l'IRD, sur Lansvata. Et ensuite, on a décliné un accélérateur qui nous permet d'accompagner les projets au-delà de la phase d'amorçage. Et on s'est rendu compte, surtout dans un schéma d'incubation, on a tout de suite pris des projets issus de la recherche, qu'on aboutissait à des accompagnements très longs. On aboutissait à des accompagnements en incubation qui pouvaient durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et si on fait le bilan, en fait, sur ces 3, 4, 5 années, on commençait à parler d'entreprise et de création d'entreprise uniquement au bout de 2 ans. Et on a fait le constat, finalement, que les 2 ou 3 premières années étaient consacrées, finalement, à plutôt mettre au carré tout ce qui était partenariat amont entre acteurs de la recherche et acteurs privés, mettre au carré la propriété intellectuelle et surtout mesurer, finalement, l'appétence réelle du porteur de projet, du jeune docteur sur une posture entrepreneuriale qui n'était pas forcément toujours acquise. Donc on a changé un peu la donne et là depuis 2 ans on a créé une nouvelle fonction amont qui s'appelle transfert, qui est intimement liée d'ailleurs au programme Pépite, qui n'a pas été trop présenté aujourd'hui mais qui est intéressant pour nous et qui peut vous intéresser en tant que jeune docteur. Donc le sujet transfert il vous concerne dès votre 2e année de thèse ou première année de thèse et ça concerne aussi intimement les laboratoires, vos laboratoires d'accueil puisque finalement c'est à eux qu'on s'adresse par ce programme transfert. Donc dans transfert, on fait quoi? On fait ce fameux accompagnement amont qui permet de mettre au clair le sujet et de présenter un projet totalement présentable derrière pour un schéma de création d'entreprises innovantes. En parallèle, on invite tous les jeunes docteurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure à intégrer Pépite, puisqu'on a là en fait un schéma d'accompagnement sur une année qui permet de tester votre appétence à la posture entrepreneuriale. On a d'autres missions, mais je ne reviendrai pas dessus aujourd'hui. Donc, nous, notre schéma d'accompagnement en tant que dispositif territorial, on accompagne de l'idéation à l'expansion à l'international. On a aujourd'hui des projets qui sont dans des schémas de croissance avec positionnement d'établissements secondaires en Australie, en métropole, etc. Je pourrais revenir dessus. Et donc, on positionne transfert, incubateur et accélérateur à tous les niveaux de maturité des projets. Alors cette slide, elle est nouvelle, c'est la première fois que je la présente. Je l'ai travaillée en fait ce week-end. Je pense que c'est assez intéressant. Vous avez là en fait présent depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui tous les projets qu'on a rentrés année après année. Et alors ceux qui sont indiqués en grisé, c'est des projets qui n'ont pas survécu. Ils se sont arrêtés, mais c'est pas très grave. C'est aussi l'objet d'une incubation que de savoir arrêter un projet et de savoir prendre en incubation des projets sur lesquels se posent les questions de la faisabilité. Donc, et vous avez surtout à côté le petit logo là, qui désigne les projets qui sont soit issus de la recherche, soit fortement adossés à la recherche. Et on constate quand même que c'est un fait non négligeable sur le territoire en termes de volumétrie de projet. Donc vous reconnaîtrez, je ne vais pas les passer en détail, mais vous reconnaîtrez là toute une série de porteurs qui ont déjà été présentés. Et il faut savoir qu'en cours, là, on a un appel à projet qui s'appelle Inno22. On est très innovant dans la dénomination de nos appels à projets. Après Inno21, Inno20, etc. Mais on est en ce moment en phase de sélection, donc on a fait notre premier jury et on a encore ici des slots disponibles. Il faut que vous sachiez qu'on a 3 jeunes docteurs ou doctorants qui sont issus de l'université, qui sont en train de se positionner sur les slots restants. Donc on a une très belle volumétrie. Je ne sais pas si vous connaissez la volumétrie de jeunes docteurs au niveau national, dans les statistiques, qui prennent l'aventure entrepreneuriale en pourcentage.
J'ai eu les chiffres là récemment par le ministère, donc c'est des chiffres actualisés. Au niveau national, on est à 4%. C'est-à-dire que toutes filières confondues, 4% des jeunes docteurs partent dans l'aventure entrepreneuriale. Si on regarde, et je vous ai présenté ici, en Nouvelle-Calédonie, je n'ai pas les chiffres, je ne me rappelle plus, hein, je crois qu'on avait déjà regardé ça, mais on est à plus de 4%, je pense, au vu de la volumétrie de jeunes docteurs. On doit être aux alentours de 10% en Nouvelle-Calédonie, donc c'est un chiffre assez intéressant. Et du coup, se pose quand même la question de l'employabilité. Alors, dans les autres éléments que vous pouvez voir ici, donc les fameux, sur l'ensemble des projets qu'on accompagne, donc on a 10% des projets en transfert, donc portés par des jeunes docteurs issus donc, du monde de la recherche qui veulent derrière véhiculer les résultats de leurs travaux de recherche par une création d'entreprise. Hein, c'est 10% des projets qu'on accompagne. Et ce qui est intéressant, c'est l'autre schéma, on n'en parle pas beaucoup, on parle souvent de transfert, on oublie de parler de l'adossement. On fait de l'adossement aussi, c'est-à-dire qu'au pôle innovation, on sait identifier des projets issus du monde économique, sur lesquels en général la proposition de valeur a été déterminée de manière souvent empirique, et on va chercher les organismes de recherche capables de venir donner un appui et d'objectiver finalement les résultats obtenus. C'est l'objet de 21% des projets qu'on accompagne que d'aller faire de l'adossement auprès des organismes de recherche. Organismes de recherche calédoniens, mais la taille aujourd'hui des organismes de recherche ici étant ce qu'elle est, ne pouvons pas couvrir l'ensemble des sujets qu'on traite. On sait aussi aller chercher des organismes de recherche en métropole ou ailleurs dans le monde au besoin. Vous avez là-bas la répartition des projets. Hein. On a un dispositif d'accompagnement généraliste. On est dans le numérique, tout ce qui est green tech, valorisation de la biodiversité, et agritech, partie non négligeable hein, des projets qu'on accompagne. Alors cette slide, je ne sais pas si vous arrivez à le lire là, parce que ce n'est pas évident, mais c'est l'exemple type, là, et je vous l'ai montré par cet exemple aujourd'hui à quoi on a abouti, et par le séquencement. Donc vous avez sur la feuille de route d'un projet qu'on accompagne, donc c'est un postdoctorant de l'IRD, Émeric Solia, vous avez eu sa photo tout à l'heure. Donc on est dans une phase aujourd'hui d'accompagnement de ce porteur de projet. Alors il véhicule les résultats de sa thèse hein, sur les microalgues et souhaite derrière faire une valorisation par création d'entreprise dans le domaine pour amener finalement des principes actifs dans le domaine de la cosmétique. Hein. Je fais court, ce n'est pas l'objet. Ce qui est intéressant, c'est le schéma d'accompagnement sur lequel on s'inscrit. On est sur un schéma d'accompagnement au long terme sur lequel on démarre, et c'est le bloc en vert, là, le fameux bloc transfert pépite, sur lequel on va faire cet accompagnement préalable à la création d'entreprise, où on va, et en pleine collaboration avec les services de valorisation de l'IRD, hein, puisque ce postdoctorant est aujourd'hui accueilli par l'IRD. On va travailler en fait les TRL à un niveau de maturité technologique. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, je pense hein, aujourd'hui que c'est largement acquis. Le but, c'est d'emmener les projets d'un TRL 3-4 issus de la recherche vers les TRL 8-9, qui sont les niveaux d'appropriation et de diffusion dans le monde économique. Donc on démarre là sur les TRL 3, on monte vers 4-5. On arrive là en fin de la zone verte. Il faut savoir qu'au mois de novembre, a priori, on devrait passer d'un schéma d'accompagnement en transfert à une incubation, et il sera question à ce moment-là d'une création d'entreprise. Et l'histoire n'est pas terminée, hein. On va raconter une histoire qui va nous emmener, a priori, ensuite par une accélération jusqu'à, et on a bon espoir d'y arriver, un changement d'échelle, l'implantation d'une usine de production, et derrière, véhiculer en masse des principes actifs issus de ces travaux de recherche et qui donneront lieu, et c'est quand même un point très important. Alors, je pense que vous n'arrivez pas à le lire, hein, mais en fait, ce qui est important de savoir, et surtout dans le domaine de la cosmétique, c'est que la R&D est sans fin. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de s'arrêter aux principes actifs identifiés à ce jour, mais c'est typiquement le genre de porteur de projet, demain entrepreneur, qui aura vocation à recruter des doctorants en CIFRE pour ensuite poursuivre sa R&D et continuer d'alimenter le secteur de la cosmétique avec de nouveaux principes actifs. Donc, on est sur des systèmes d'autogénération où les doctorants d'hier deviennent les entrepreneurs de demain qui eux-mêmes recruteront des jeunes doctorants dans le cadre de leur activité innovante. Donc ça, c'est le schéma aujourd'hui qu'on a installé et qu'on souhaite, qu'on a testé finalement, qu'on est en train de tester en collaboration avec l'IRD et qu'on souhaite aujourd'hui très largement décliner à d'autres cas. Donc si vous avez un sujet en cours, et notamment en phase de première, deuxième ou troisième année de thèse, n'hésitez pas, venez vers nous parce qu'on est capable de décliner ce modèle très tôt pour ensuite arriver à des incubations ou des schémas d'accompagnement beaucoup plus réactifs sans perdre 3-4 ans d'incubation sur les phases amont. Il faut savoir aussi qu'on déploie Transfert pas simplement pour de la création d'entreprise, mais aussi pour des projets qui auraient vocation à être transférés au monde économique directement sans création d'entreprise.
Donc ça, on sait aussi accompagner sur ces phases-là. Bon, on adresse plutôt sur ces sujets-là, plutôt l'université et l'IAC, tout simplement parce que les autres organismes de recherche sont dotés en interne de cellules de valorisation qui font très largement ce travail. Donc tout ça ce propos était préparatoire sur le deuxième sujet, et celui-là il va vous impacter tout de suite, et notamment au sortir de votre thèse. Il faut savoir que donc, depuis 2020, la Nouvelle-Calédonie, par sa direction des services fiscaux, a sorti enfin des règles qui permettent d'avoir des réductions fiscales pour les entreprises qui se lancent dans des programmes de recherche et développement. Alors c'est un sujet qui est très largement maîtrisé par ailleurs dans le monde. En métropole, le crédit d'impôt recherche tourne depuis 20 ans. En Calédonie, nous, on a fait un seuil d'alerte en disant que c'était compliqué de maintenir la performance de nos entreprises innovantes si elles n'avaient pas ce genre de dispositif. Le risque dans l'absolu était une relocalisation de ces entreprises sur des territoires beaucoup plus à même d'avoir une fiscalité favorable. Donc on a abouti en 2021-2022 maintenant à un outil. Alors donc ce crédit d'impôt recherche, très rapidement, je vais revenir dessus, mais il vous concerne. Pourquoi? Parce que pour en bénéficier, il faut être une entreprise qui engage des dépenses dans des projets de recherche et développement et d'innovation. Les dépenses éligibles, en fait, c'est toutes les opérations de recherche scientifique ou technique, ainsi que des opérations d'innovation. Donc vous les avez entre parenthèses, vous verrez. Donc on adresse typiquement le sujet qui permet d'aller plus loin, au-delà d'une telle cifre. L'entreprise qui souhaite maintenir une activité de R&D va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt recherche. Alors la nature des dépenses éligibles, c'est évidemment tout ce qui est afférent à la propriété intellectuelle, dépôt de brevets, etc. Les opérations de recherche et développement externalisées, c'est important parce qu'à ce moment-là, l'université peut se positionner, université ou tout organisme de recherche peut se positionner en prestataire. Et cette prestation peut être décomptée dans les réductions d'impôts dont bénéficiera l'entreprise. Donc c'est aussi, et là je m'adresse cette fois-ci aux organismes de recherche, une posture différenciée que vous pouvez adopter, c'est-à-dire à un moment donné, vous positionnez en prestataire par rapport à des entreprises qui pourront à un moment donné faire jouer dans leur liasse fiscale l'intervention que vous avez eue. Et évidemment les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement internalisées mais liées aux actions de recherche, développement et innovation. Alors comment se calcule le crédit d'impôt? C'est relativement simple. C'est égal à 30% du montant des dépenses éligibles, plafonné en Calédonie à 5 millions de francs pacifiques par an. Donc, alors on est sur des niveaux... Alors on part de zéro, c'est-à-dire qu'on n'avait rien il y a 2 ans, on est à 5 millions aujourd'hui. En métropole, on est à 30 millions d'euros ici, au lieu de 5 millions de francs pacifiques, soit 3,6 milliards de francs pacifiques. Mais c'est la première étape. Ce que nous a dit la direction des services fiscaux, c'est qu'ils voulaient mesurer l'appétence du dispositif avant éventuellement de l'élargir. Bon, après, on connaît la propension, évidemment, de ce genre de direction à ne pas forcément vouloir réduire leur assiette de rentrée financière. Donc, exemple de dépenses sur les personnels. Et c'est là où c'est aussi très intéressant, parce que dans le dispositif, il est marqué que toutes les entreprises peuvent en bénéficier, mais celles qui emploient des jeunes docteurs ont en plus un effet bonificateur. Je vais vous en faire la démonstration. Alors c'est un cas d'école, vous verrez, alors c'est assez simpliste, mais la mécanique est là et la mécanique est juste. Alors on va prendre le premier exemple, celui où je ne recrute pas un jeune docteur, mais je recrute typiquement un ingénieur, on en parlait avec leurs caractéristiques, ou un Master 2. Alors ce bac, c'est le salaire brut annuel chargé, c'est le coût employeur, c'est avec toutes les charges comprises. Je l'ai pris de manière arbitraire à 6 millions par an. Vous pouvez faire la multiplication, prenez votre calculatrice, il n'y a aucun souci. Pour mener un programme de RDI. Donc on parle bien de recruter une personne qui fera 100% de son temps sur son programme de RDI. Si jamais il se trouve que la personne n'est pas 100% sur les RDI, évidemment, vous devez prendre au prorata du temps passé. Donc là, on considère par simplification qu'elle passe 100% sur son programme de RDI. Elle va pouvoir donc déclarer en dépenses de personnel en fin d'année 6 millions, les fameux 6 millions qu'ont coûté en fait ce salarié, dans ses dépenses de personnel. On va ensuite avoir des dépenses de fonctionnement, ce qu'on appelle le coût environné, qui sera forfaitisé et qui sera égal à la moitié en fait, des dépenses de personnel. Donc vous rajoutez 3 millions, faites le total, 9 millions, et vous avez votre crédit d'impôt recherche-innovation qui se calcule automatiquement, 30%, donc vous êtes à 2,7 millions. Donc ça, c'était zéro avant quand même. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui recrute quelqu'un et qui souhaite faire de la R&D, aujourd'hui voit quand même une facilité fiscale certaine dans sa démarche de recherche-développement. Prenons maintenant le cas du recrutement du jeune docteur, c'est-à-dire vous, au sortir de votre thèse. Alors là, on a un effet bonificateur, ils ont appliqué les mêmes règles qu'en métropole, donc ce que je vous présente là existe ailleurs, en métropole notamment.
Donc, alors, c'est le même programme, c'est le même salaire de base, sauf que voilà, vous avez des effets bonificateurs. C'est-à-dire que typiquement, on prend 2 fois le salaire du personnel et on l'applique dans sa grille des dépenses éligibles. Donc, vous voyez, hein, pour un salaire de 6 millions, on prend 12 millions en dépenses de personnel. Les dépenses de fonctionnement, le coût effectivement environné qui est toujours forfaitisé, il n'est pas égal à la moitié, mais égal à l'équivalent du salaire de personnel. On remet une couche à 12 millions. Ce qui nous met en fait une assiette à 24 millions. Je rappelle qu'on va dépenser 6,1 millions dans la boîte. On a une assiette à 24 millions, ce qui met un CIRI à 30%, c'est-à-dire 7,2 millions, mais comme vous l'avez vu précédemment, il est capé à 5. Donc vous aurez quand même plafonné à 5 millions, mais 5 millions effectivement de réduction d'impôt dans le cas présent. Donc vous dépensez 6 millions pour faire un programme de R&D internalisé, et vous avez finalement 5 millions en fait, des bourses de l'administration fiscale qui vous fera une ristourne sur les impôts que vous payez. L'effet bonus, si vous êtes une jeune entreprise innovante, c'est-à-dire que vous avez moins de 7 ans, si jamais vous ne payez pas d'impôts ou que vous payez moins de 5 millions d'impôts, vous avez un chèque de l'administration fiscale. Ce n'est pas une réduction d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Une start-up qui démarre et qui pendant quelques années ne paye pas d'impôts sur son activité et fait une R&D à outrance, voit en fait en fin d'année l'administration fiscale lui faire un chèque de 5 millions pour couvrir une partie de sa R&D. Donc ça, c'est nouveau. Les Polynésiens nous l'envient. Hein, j'en ai encore discuté avec eux. Ils ne l'ont pas. Nous ne l'avions pas il y a 2 ans. C'est sûr. Hein, ailleurs, c'est beaucoup plus incitatif. L'autre point différenciant aussi, c'est ce fameux 30%. Il faut savoir que dans les autres territoires ultramarins, dans les départements et régions d'outre-mer, mais aussi en Corse, il faut savoir que le pourcentage des dépenses éligibles n'est pas à 30%, mais il est à 50%. Donc on a encore moyen de jouer sur les niveaux pour faire mieux. D'autres territoires sont beaucoup plus attrayants et attractifs en fait sur le sujet, mais on a quand même un début de sujet. Et donc, il faut savoir en plus que c'est valable pendant les 24 premiers mois qui suivent le recrutement en CDI. Donc 2 exercices fiscaux potentiellement sur lesquels la mesure est opérante. Alors on a eu beaucoup de questions et j'ai eu des jeunes docteurs qui m'ont posé des questions et on a eu les réponses. Donc je vais vous donner quelques précisions complémentaires. Donc sont admis à ce titre les docteurs ou leurs équivalents internationaux, mais sont exclus les diplômes d'état de docteur. Donc évidemment ne sont pas compris les docteurs en médecine, pharmacie, vétérinaire et dentiste. Hein, on parle bien du public qu'on a aujourd'hui dans cette salle. Alors ça impose un recrutement en CDI et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. La mécanique sous-tendue, c'est qu'au début, ce n'était pas écrit ça en métropole et on avait un effet de je te recrute, je te licencie et je recrute quelqu'un d'autre à la place. Et donc pour éviter ce genre de problème, aujourd'hui en fait il y a une règle, c'est que vous ne pouvez pas baisser vos effectifs de R&D pour substituer un docteur en place par un autre docteur. Point important, et cette question est souvent venue, il n'y a aucune condition de délai écoulé entre l'obtention de la thèse et la signature du premier CDI. C'est-à-dire que la notion de jeune docteur n'est absolument pas associée à l'âge de la personne considérée. L'âge et surtout le temps qu'il a passé depuis qu'il a soutenu sa thèse. Donc ça, c'est un point très important, parce que de là va découler un certain nombre de choses. On a par ailleurs, donc, et on verra après, je reviendrai là-dessus, mais ce qui est important aussi, c'est qu'un jeune docteur qui est dirigeant salarié de son entreprise est aussi éligible. Donc on a typiquement tous les jeunes là, qui se lancent dans une démarche de création d'entreprises innovantes et de start-up peuvent finalement se déclarer un salaire. Alors attention, le chèque de l'administration fiscale, c'est après 1 an d'exercice sur salaire payé. Donc il va falloir quand même trouver la trésorerie pour payer. Mais il faut savoir qu'en métropole, il y a maintenant des banques qui se positionnent pour faire l'avance et récupérer au final le crédit d'impôt qui sera ensuite restitué à la banque. Donc, ce sont des mécanismes aujourd'hui sur lesquels les banquiers ont su se positionner. Alors, sont exclus les docteurs ayant déjà eu un premier CDI conclu postérieurement à son doctorat et sur une activité équivalente à son diplôme. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et si on décortique ça, ça laisse plein de possibilités quand même. Ça laisse toutes ces possibilités-là, donc sont admis. Les jeunes docteurs ayant conclu au préalable un CDD sur une activité équivalente ou pas à leur diplôme, donc vous êtes au sortir de votre thèse sur un CDD, typiquement peut-être avec votre organisme de recherche ou un autre acteur, vous êtes, et vous pouvez avoir ce CDD pendant X années, vous êtes totalement éligible puisque vous n'avez pas signé de CDI, même si vous étiez typiquement sur une activité qui correspond à votre sujet de recherche. Les jeunes docteurs ayant conclu au préalable un CDI, donc ceux-là restent éligibles si c'est pour exercer une activité de subsistance. Donc vous êtes recruté chez McDo
parce qu'au sortir de votre thèse, vous n'avez pas trouvé mieux, il fallait manger, eh bien, même si vous avez eu un CDI chez McDo ou chez n'importe qui, vous pouvez, à partir du moment où vous revenez sur votre métier, signer dans le cadre considéré, et vous êtes toujours considéré comme jeune docteur signant son premier CDI sur le métier afférent à votre diplôme. Et donc sont admis aussi les jeunes docteurs ayant conclu avant l'obtention de leur diplôme un CDI dans la même entreprise. Ça arrive assez souvent, c'est-à-dire sur les thèses qui parfois durent un peu plus longtemps que le contrat CIFRE ou autre, que finalement le doctorant soit commuté en salarié sur le biais d'un CDI. Le CDI est signé finalement avant l'obtention du diplôme. Eh bien, sous réserve que le contrat de travail soit modifié disant « je l'ai recruté avant son diplôme, je maintiens son statut en CDI, mais en faisant une reconnaissance du titre de docteur, on peut basculer dans le mécanisme considéré. » Donc ça aussi, c'est un point intéressant. Et enfin, autre chose, mais c'est un point de détail, je ne le souhaite à personne, mais la rupture d'un CDI pendant la période d'essai n'est pas considérée comme un premier recrutement. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, de votre part ou de la part de votre employeur, et si pendant votre période d'essai, vous interrompez finalement votre contrat, vous pouvez de nouveau rejouer sur l'exercice auprès d'un autre employeur. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai bien tenu le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant ou pendant la pause. À votre disposition. Merci. Merci Christophe. Merci bien donc pour ces explications, on va dire, très concrètes. Donc voilà, là c'est à destination essentiellement aussi des jeunes, peut-être des employeurs, peut-être s'il y en a dans la salle. On voit que ça s'est affiné et que maintenant le dispositif, on va dire, est facilement lisible. En tout cas, suite à ta présentation et les cas concrets, les cas concrets présentés, effectivement, on y voit très clair. Oui. Alors, juste pour compléter, et c'est important, la direction des services fiscaux a mis en place ce dispositif à titre temporaire et expérimental. Ça veut dire que si personne rentre là-dedans, on peut très bien voir d'ici 2-3 ans le dispositif s'éteindre. Donc j'invite les employeurs, j'invite les jeunes docteurs qui partent dans ces schémas-là, vous êtes les premiers à pouvoir véhiculer ça auprès de vos futurs employeurs, c'est-à-dire ayez ces éléments en tête. Vous avez la chance sur le site de la DSF, c'est plutôt très bien expliqué. Vous avez toutes les liasses documentaires. Il y a même un tableur Excel qui permet aux employeurs de suivre le détail des programmes RDI de manière à pouvoir les présenter à terme, si contrôle IA, aux services fiscaux. Donc c'est plutôt bien documenté, c'est plutôt bien organisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà eu 2-3 entreprises qui sont venues me voir pour avoir du détail. Alors je ne me substitue pas à la DSF, mais je peux, au besoin, donner des compléments d'explication, ou en tout cas traiter les cas particuliers pour voir effectivement comment les choses se passent. Ok, parfait, oui. Si, complètement. Tu peux bénéficier du crédit d'impôt recherche dans le cadre d'une thèse. Donc ça ne s'adresse pas qu'aux docteurs, ça s'adresse aussi aux doctorants. J'ai fait un focus sur le sujet. Ça s'adresse dans ce cas-là mais alors dans ce cas-là, les entreprises en fait déclarent leurs travaux de R&D, comme je l'ai précisé. Elles doivent par contre défalquer toutes les aides qu'elles ont. Donc typiquement, l'aide CIFRE doit être soustraite de la déclaration puisque ça correspond déjà à un avantage. Et le solde restant, il faut savoir qu'il y a un solde à charge non négligeable pour les entreprises en termes de salaire, ça peut être déclaré aux impôts. Avec par contre, on n'a pas affaire encore à un jeune docteur, on est quand même dans le schéma du Master 2 tel que je l'ai présenté initialement, donc on n'a pas l'effet bonificateur x2 comme j'ai présenté, on est plutôt sur le tableau de gauche et non pas le tableau de droite, mais c'est totalement applicable. Donc ça reste quand même moins intéressant qu'en métropole où en fait quand on emploie un doctorant en CIFRE, la participation sur la bourse de thèse plus le crédit impôt recherche fait que ça ne coûte quasiment rien à l'employeur. Là, il y a un reste à charge quand même. Il y a un reste à charge qui est toujours là, mais malgré tout, par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire rien. Il y a 2 ans, on est quand même vachement mieux. D'accord, il y a le salaire et le coût environné aussi. Il y a le salaire, il y a le coût environné, il y a éventuellement les coûts de l'université, si jamais l'université répercute des coûts pendant la thèse CIFRE à l'entreprise. Tout ça peut être déclaré par l'entreprise pour le mettre dans l'assiette du crédit d'impôt recherche innovation. D'accord, merci.